La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion après engagement de la procédure accélérée de la proposition de loi visant à ouvrir le tiers-financement à l'État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique. La parole est à Monsieur Thomas Cazenave, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation, de l'administration générale de la République. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que je vous présente vise à ouvrir le tiers-financement à l'État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour accélérer les travaux de rénovation énergétique des bâtiments publics. Ce chantier est primordial au regard de nos engagements pour lutter contre le réchauffement climatique. En effet, le secteur du bâtiment dans son ensemble représente 44% de la consommation d'énergie finale et un quart des émissions de dioxyde de carbone en France. Les bâtiments publics de l'État et des collectivités territoriales représentent à eux seuls 380 millions de mètres carrés, soit 37% du parc tertiaire national, et dans les communes sont responsables de 76% de la consommation énergétique. De plus, nous nous sommes fixés des objectifs extrêmement ambitieux, en particulier avec le décret tertiaire du 23 juillet 2019 qui prévoit que la consommation d'énergie des bâtiments à usage tertiaire doit être réduite de 40% d'ici 2030, de 50% en 2040 et de 60% en 2050 par rapport à 2010. 2030, c'est demain. Nous devons donc accélérer la rénovation du parc immobilier public pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi la facture énergétique dans un contexte d'augmentation du prix de l'énergie. Nous devons améliorer aussi le confort des agents et des usagers du service public. Nous avons tous été marqués par les fermetures d'écoles en juin dernier à cause de la canicule. Il faut donc tout mettre en œuvre afin que cela ne se reproduise plus. Il s'agit aussi d'un enjeu d'exemplarité pour l'État, ses établissements publics et les collectivités territoriales à l'heure où nous demandons aux particuliers de rénover leur logement. Relever ce défi nécessite des investissements considérables. À titre d'illustration, la seule rénovation des écoles représente un effort évalué à 40 milliards d'euros. Pour y faire face, nous devons donc mobiliser toutes les ressources disponibles. L'objectif de cette PPL est de faciliter et d'encourager ces investissements. Elle crée un nouveau dispositif expérimental pour 5 ans, permettant à l'État, aux établissements publics et aux collectivités territoriales d'étaler sur plusieurs années le remboursement de ces investissements qui seront alors partiellement financés par les économies d'énergie réalisées par les travaux. En d'autres termes, cette proposition de loi permet donc d'investir maintenant et de lisser dans le temps le coût de l'investissement. Par ailleurs, ce dispositif s'inscrit dans le cadre des marchés globaux de performance qui permettent à la puissance publique de fixer des objectifs de performance énergétique aux opérateurs qui vont effectuer ces travaux. Ils sont donc peu risqués compte tenu des obligations de résultat qu'ils imposent. Ce type d'opération n'est aujourd'hui pas possible, sauf à recourir au marché de partenariat. Or, ce dispositif, trop complexe et trop lourd, n'est pas adapté aux travaux de rénovation énergétique. Les chiffres de l'Observatoire national des contrats de performance énergétique sont éloquents. Sur les 380 contrats de performance énergétique publics signés entre 2008 et 2021, seuls 20 ont été conclus sous la forme d'un partenariat public-privé. Contrairement à ces derniers, ce dispositif expérimental permet à la puissance publique de garder la maîtrise d'ouvrage. Cette condition est essentielle, car l'État et les collectivités ne peuvent pas être dépossédés de leur bâti. Je pense là non seulement aux écoles, mais aussi aux hôpitaux ou aux universités. Ce dispositif est encadré et sécurisé. D'une part, le texte prévoit une analyse de la soutenabilité financière du contrat. D'autre part, il prévoit une étude préalable de l'intérêt du projet, en particulier au regard du critère de performance énergétique. Ce dispositif doit être réservé aux rénovations ambitieuses. En outre, je tiens à rappeler que cette proposition ne déroge pas au droit commun de la commande publique quant aux appels d'offres ou à la mise en concurrence des marchés globaux de performance. Notre objectif est que toutes les collectivités territoriales puissent se saisir du dispositif. Après avoir travaillé avec les associations d'élus, et en particulier l'Association des maires ruraux de France, nous avons décidé de supprimer le seuil minimum
à 2 millions d'euros qui étaient initialement prévus pour recourir à ces opérations, afin de faciliter la mutualisation des rénovations. Et je pense en particulier aux petites communes. Nous avons également travaillé avec France Urbaine et la FNCCR pour clarifier la loi quant à la possibilité pour les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats d'énergie de se saisir de ce dispositif. Je présenterai un amendement en ce sens. Nous avons par ailleurs entendu certaines craintes concernant le traitement de la dette issue de ces contrats. Nous y avons répondu en adoptant en commission un amendement de clarification sur le sujet. Cette dette ne sera pas déconsolidée, elle n'est pas cachée, elle sera clairement inscrite telle quelle dans les comptes des collectivités. Nous devons et nous pouvons assumer collectivement que cette dette est utile et que cette dette est rentable. Enfin, la proposition de loi prévoit que le gouvernement devra remettre au Parlement un rapport d'évaluation dans les 3 ans à compter de la promulgation de la loi. Il faudra que nous soyons attentifs à la bonne utilisation de ces contrats. Je souhaite qu'ils soient accessibles à toutes les collectivités territoriales, des régions aux communes, avec une attention particulière pour les plus petites d'entre elles. Il faudra également veiller à ce que les PME et les artisans dans les territoires puissent répondre directement ou par le biais de la sous-traitance aux appels d'offres. L'État devra enfin accompagner les collectivités dans l'ingénierie que nécessitent ces contrats. Je sais que la Banque des Territoires, mais aussi l'ANCT ou le CEREMA notamment, sont prêts à relever ce défi. Le texte que je vous présente est donc un dispositif abouti, enrichi par la trentaine d'auditions que nous avons réalisées, représentant des collectivités territoriales, des services de l'État, experts et professionnels de la rénovation. Je tiens ici à les remercier pour leur contribution. Ce texte est également le fruit d'un travail parlementaire transpartisan. Et je tiens à remercier tous mes collègues, commissaires aux lois, pour la qualité de nos débats. Je pense particulièrement au travail de Guillaume Gouffier-Valente pour Renaissance, de Mathilde Jonquer pour le MoDem, de Marie-Agnès Poussier-Winsbach pour Horizon et de Sandra Régol pour les écologistes qui ont contribué à améliorer le dispositif prévu par ce texte. Je tiens à remercier le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et ses équipes, ainsi que le ministère de l'Économie et des Finances pour la qualité de nos échanges. Je formule enfin le souhait que cette proposition de loi permette d'accompagner l'indispensable mouvement de rénovation énergétique des bâtiments publics dont nous avons besoin et vous appelle bien évidemment à la voter. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur Cazenave, Mesdames et Messieurs les députés. La lutte contre les dérèglements climatiques est un enjeu majeur et dans le cadre de cette lutte contre le dérèglement climatique, la décarbonation de notre société est évidemment le meilleur des leviers pour l'atteindre. Les objectifs et les ambitions, nous les connaissons. 55% de baisse de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Pour y parvenir, plusieurs leviers singulièrement sur lesquels nous jouons en ce moment même, dans le courant de ce mois de janvier. D'abord les énergies. C'est le projet de loi nucléaire dont l'examen commence. C'est également celui sur les énergies renouvelables dont la première lecture vient de s'achever. Le deuxième volet, c'est les transports. Et là, dans quelques jours, ce sera la publication du rapport du comité d'orientation des infrastructures qui mettra la lumière sur les besoins d'investissement, notamment d'un point de vue ferroviaire, pour être capable d'avoir des alternatives crédibles aux modes de transport plus carbonés. Le troisième grand pilier de cette lutte contre le dérèglement climatique, c'est la rénovation des bâtiments. Dans la rénovation des bâtiments, deux chantiers, un qui concerne les logements individuels. Nous estimons qu'il y a 20 millions de logements particuliers qui sont à rénover en France d'ici 2050. C'est-à-dire qu'en 30 ans, ça fait 700 000 par an. C'est l'étiage sur lequel nous sommes avec MaPrimeRénov', même si, malgré les 2,6 milliards d'euros et les 700 000 logements qui sont concernés, nous avons conscience des points d'amélioration de ce dispositif sur lequel il va falloir insister, sur l'amélioration de l'efficacité climatique de ces rénovations, sur le sujet des copropriétés qui n'est pas suffisamment traité et sur un certain nombre de lourdeurs qui sont inhérentes au délai. Mais il reste un angle mort, jusqu'à cet instant, qui est celui des bâtiments publics. Et pourtant, pour au moins deux raisons,
Cette proposition de loi, elle est cruciale, nécessaire, et elle constitue un acte majeur de la planification écologique. La première de ces raisons, c'est l'exemplarité. Tous ici, quelle que soit la famille politique à laquelle nous appartenons, je pense que nous avons pleinement conscience que nos concitoyens attendent de nous que quand on demande quelque chose, on commence par se l'appliquer à nous-mêmes. Cette exemplarité, quand on fait passer le message qu'il est souhaitable d'aller rénover les logements, si nous ne rénovons pas d'abord les bâtiments qui appartiennent à l'État et aux collectivités locales qui portent ces messages de sobriété, on est à côté d'une part de responsabilité morale, mais qui a un impact en termes d'efficacité. La deuxième raison, c'est le volume. Avec près de 40% de l'immobilier tertiaire de ce pays qui appartient à l'État ou aux collectivités locales, les enjeux et les impacts sont évidemment majeurs en termes d'économie d'énergie, d'économie budgétaire aussi, quand on voit ce que coûtent les énergies fossiles. Ça nous permettra de nous inscrire dans les obligations légales de la loi Elan et du décret tertiaire, mais ça nous permettra surtout de générer une opportunité économique pour le secteur du bâtiment. Ce chantier, c'est le chantier du siècle. 400 millions de mètres carrés de bâtiments sur lesquels on est susceptible de faire des travaux, des coûts moyens de rénovation entre 500 € si vous réussissez à les massifier et 1 000 € du mètre carré, ça fait entre 200 et 400 milliards d'euros de travaux, ce qui permet à la fois tout de suite de mesurer que ce n'est pas au travers du cadre budgétaire classique qu'on réussira à trouver le financement de la totalité, et ce qui permet en même temps de mesurer le chiffre d'affaires que c'est susceptible de générer. Ce sera de nature à porter et à soutenir le secteur du BTP au sens large et son 1,5 million de salariés, d'autant que les enjeux démographiques qui sont devant nous sont extrêmement importants. La proposition de loi qui est rapportée ici avec talent par Thomas Cazenave, qui l'a été y compris dans la co-construction et dans la volonté de trouver des consensus, de ne pas en faire un objet de dissension, elle s'inscrit de surcroît dans la planification écologique qu'on peut souhaiter, celle qui se fait avec les Français, et pas en donnant le sentiment qu'on la mène contre eux. Les bâtiments des collectivités territoriales sont évidemment au cœur de cette PPL. Et si nous nous plaçons quelques instants à la place des maires ou des élus ruraux, confrontés à une double injonction, celle de vouloir accélérer sur le climat, accélérer sur la baisse de leur consommation énergétique pour les bâtiments dont ils ont la responsabilité, et de l'autre, gérer leur budget en faisant en sorte qu'ils restent en équilibre, on se rend bien compte qu'on a entre les deux un hiatus qui nécessitait qu'on aille trouver une solution alternative. C'est d'autant plus important que 1 mètre carré sur 2 relève du champ scolaire. 100 millions de mètres carrés qui appartiennent à l'État, 300 millions qui appartiennent aux collectivités territoriales. Dans ces 300 millions qui appartiennent aux collectivités locales, quand on additionne les lycées, les collèges et les écoles, on est à 150 millions d'euros, 150 millions de mètres carrés. Et dans ces 150 millions de mètres carrés, je n'oublie évidemment pas les écoles, qui représentent à elles seules 50 millions de mètres carrés pour les 44 000 écoles de ce pays. Le contexte que nous connaissons en termes d'inflation, et tout particulièrement dans le champ de l'énergie, rend d'autant plus pertinent le fait d'y aller, le fait d'avancer, et rend crédible, apporte des réponses aux souhaits exprimés par le président de la République en marge du Congrès des maires, que nous puissions avoir un accompagnement spécifique des communes avec un plan de rénovation des écoles. Alors certes, il existe une dotation de soutien à l'investissement, en particulier pour la rénovation thermique, mais nous parlons d'1 milliard par an. Certes, il existe des appels à projets financés dans le cadre des C2E, mais nous parlons de 200 millions d'euros. Et certes, il existe un fonds chaleur, mais qui n'est doté que d'1 demi-milliard d'euros. Face à tout ça, la proposition de loi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle rend possible de lisser les paiements, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui compte tenu du Code de la commande publique, en se remboursant sur les économies. Elle permet de faire tout de suite les travaux, de générer les montants d'investissement avec un paiement différé, ce paiement différé ayant une économie réelle puisque la rénovation entraîne la baisse des factures. Cette dérogation, elle n'existait jusqu'à maintenant, vous l'avez dit monsieur le rapporteur, que dans le cadre des PPP, de facto très peu utilisée pour les travaux de rénovation puisque ça suppose en plus des transferts de maîtrise d'ouvrage. En ouvrant cette proposition de tiers-financement à l'État, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales, nous donnons aux collectivités un outil clé pour gérer en même temps l'urgence climatique et le fait de ne pas avoir à décaisser des sommes qui sont indispensables pour d'autres politiques publiques. Entre les deux, nous avons ce marché global de performance qui garantit qu'on ne sera pas sur une dérogation sans limite, le maintien d'un certain nombre de règles et bien sûr une procédure simplifiée de vérification pour éviter quelque chose qui soit ou trop complexe ou trop chronophage.
je ne vais pas aller plus loin. Je veux simplement vous indiquer que j'ai le sentiment que l'excellent travail qui a permis d'arriver à ce texte, qui sera examiné de manière accélérée par le Sénat s'il est voté par l'Assemblée dès le début du mois de février, avec une date que nous visons dans la première quinzaine, appellera une deuxième étape. La deuxième étape, ce sera d'abord celle des modalités et de l'ingénierie. Et j'ai demandé à la Banque des Territoires de regarder dans le détail comment monter les outils qui permettront de répondre aux possibilités qui seront ouvertes par la PPL si elle est votée. Et puis l'étape encore d'après, qui reviendra devant le Parlement, c'est le fait de regarder dans quelle mesure nous ne pourrions pas isoler cette dette verte et cette dette de transition écologique, non pas pour la faire disparaître, mais pour rendre visibles les investissements qui sont faits aujourd'hui pour éviter des explosions de factures demain. Et même si ça n'a qu'une vertu pédagogique, même si ça n'a qu'une vertu en termes de lisibilité, on ne peut pas traiter de la même manière une dette qui sert à financer des investissements qui entraîneront des hausses de dépenses de fonctionnement dans quelques années et des investissements qui permettent au contraire de préparer des baisses de dépenses dans les années qui viennent ou d'éviter une accentuation du dérèglement climatique que nous connaissons. Un immense merci à toutes celles et tous ceux qui ont préparé le texte. Je me réjouis du débat qui s'annonce et je renouvelle mes remerciements au président Houllier, à tous les commissaires des lois et tout particulièrement évidemment au rapporteur Cazenave. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Guillaume Gouffier-Vallon pour le groupe Renaissance. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui une proposition de loi autorisant, à titre expérimental et pour une durée de 5 ans, au bénéfice de l'État et des collectivités territoriales, de déroger à l'interdiction du paiement différé dans le cadre des marchés globaux de performance énergétique. L'objectif est de massifier et d'accélérer le mouvement de rénovation énergétique des bâtiments publics, responsable pour beaucoup d'entre eux d'une consommation et d'une perte considérable d'énergie. À titre d'illustration, dans les communes, ces bâtiments sont responsables de plus de 76% de leur consommation énergétique totale. Ce texte vise plus particulièrement les bâtiments scolaires. Nous avons en effet toutes et tous à l'esprit des exemples d'écoles, de collèges ou de lycées au sein de nos territoires qui sont confrontés à ces enjeux. La volonté unanimement partagée lors des auditions menées, et je remercie notre rapporteur Thomas Cazenave pour son implication et son travail sur ce texte, est bien de s'engager dans de réelles politiques publiques pour la rénovation énergétique des bâtiments afin de répondre aux objectifs de la transition énergétique, pour faire face au changement climatique ainsi qu'à la hausse des coûts de l'énergie. Le texte que nous allons discuter s'inscrit toutefois dans une action plus globale. 4 milliards d'euros sont consacrés à la rénovation énergétique des bâtiments dans le cadre du plan de relance et des nouvelles obligations relatives aux objectifs de réduction de la consommation d'énergie ou de neutralité carbone pour 2050 sont imposés. Mes chers collègues, le dispositif proposé tend à remédier au trop faible niveau de rénovation énergétique des bâtiments publics, du fait notamment du mur d'investissement auquel les collectivités peuvent faire face pour la réalisation de ces projets et de la trop grande complexité des véhicules disponibles pour la mise en œuvre des contrats de performance énergétique. Je pense notamment au marché de partenariat. La proposition de loi que nous discutons permet donc de combiner les avantages du marché global de performance énergétique avec une possibilité de tiers financement. L'objectif qui devrait pouvoir toutes et tous nous rassembler assez largement, comme ce fut le cas en commission la semaine dernière, est de lisser le coût de la rénovation énergétique et de faciliter la mise en œuvre de projets ambitieux par les personnes publiques, d'autant que les économies d'énergie générées contribuent au remboursement progressif de l'investissement. Un autre point sur lequel je crois nous nous accordons est la nécessité de garantir le bon niveau de souplesse du dispositif proposé afin qu'il puisse atteindre son objectif, être utilisé par le plus grand nombre de collectivités et présenter une plus-value par rapport à l'existant. Nous avons en commission des lois travaillé ensemble pour améliorer cette proposition de loi et je tiens à saluer particulièrement le travail des groupes Modem et écologistes pour leurs apports sur ce texte qui s'inscrit pleinement dans le cadre du temps transpartisan engagé depuis peu par la présidente de l'Assemblée nationale.
Ainsi, nous avons tout d'abord clarifié les dispositions du texte en précisant que la durée de 5 ans de l'expérimentation ne concerne pas l'exécution des contrats, mais bien la période pendant laquelle les personnes publiques concernées peuvent conclure de tels contrats. Par l'adoption d'amendements importants de notre rapporteur, nous avons assoupli le dispositif pour le distinguer du marché de partenariat et permettre à la proposition de loi de bien répondre à son objet. Ainsi, pour rendre plus accessible le dispositif, notamment pour les petites communes, mais aussi pour les PME, le seuil minimal de 2 millions d'euros n'est plus requis. Par ailleurs, sont supprimées les conditions d'évaluation préalable et de bilan plus favorables, lequel est remplacé pour des raisons constitutionnelles par une étude préalable comparant, en termes notamment de performance énergétique, les différents modes de réalisation du projet. Les personnes publiques, pour conclure ces contrats, devront toujours démontrer la soutenabilité budgétaire à des fins de prévisibilité et de transparence. Notre rapporteur, mes chers collègues, propose de sécuriser l'intervention des structures des EPCI et syndicats d'énergie dans la réalisation des travaux de rénovation énergétique des bâtiments publics de leurs membres. Cet amendement que nous allons discuter nous semble nécessaire, toujours pour encourager la montée en charge de ces contrats. Pour finir, et pour ne pas entraver les engagements ambitieux et volontaires des collectivités territoriales, nous serons favorables à l'esprit de l'amendement de Madame Régol, précisant que les objectifs à atteindre en matière de performance énergétique ne sont pas calculés globalement, mais à l'échelle plus spécifique du bâtiment. Ce texte, mes chers collègues, s'inscrit aussi dans un mouvement plus général qui devra s'accompagner d'une réflexion collective sur l'incitation à la bonne dette, pour lever les freins politiques que nous entendons tous assez aisément et bien intégrer l'accompagnement à l'ingénierie des collectivités. Les demandes de rapport vont dans ce sens afin de permettre un accompagnement efficace et efficient des plus petites collectivités. Pour toutes ces raisons et au regard de la nécessité impérieuse d'accélérer le mouvement de la rénovation énergétique des bâtiments publics, le groupe Renaissance, enfin, votera ce texte. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Marine Hamlet pour le groupe Rassemblement national. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Le principe de cette proposition de loi qui concerne les contrats de performance énergétique et qui vise à déroger aux règles d'exécution financière qui s'appliquent pour les contrats de la commande publique est à considérer comme une avancée. Ce principe va dans le sens de la simplification des contrats de performance énergétique et de leur utilisation, simplification que nous réclamons. Cependant, celles et ceux qui, ici, ont déjà été aux commandes d'un exécutif local le savent, il y a bien d'autres simplifications importantes qui sont nécessaires. Le Code de la commande publique, à lui seul, mérite un nombre incalculable d'évolutions. Sur ce texte, il convient de rappeler qu'il permettrait de déroger à l'article L2191-5 du Code de la commande publique pour permettre, par exemple, d'étaler le paiement d'un investissement sur toute la durée du contrat. Néanmoins, une difficulté existe dans ce texte à travers la notion d'expérimentation qui est mentionnée. Cette proposition de loi évoque en effet une expérimentation de 5 ans, quand les contrats de performance énergétique peuvent être plus longs. Ils sont en moyenne de 10 ans. Donc si au terme de l'expérimentation, le principe de dérogation est validé, cela ne posera pas de difficulté. Mais si l'expérimentation n'est pas validée, qu'adviendra-t-il du contrat lancé sous l'expérimentation ? Les acteurs publics sont dans un flou juridique et financier et seront contraints de signer plusieurs avenants, faute de quoi ils ne pourraient pas honorer leur contrat. Il est nécessaire, Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre et chers collègues, d'anticiper en prévoyant une prolongation de la dérogation à minima jusqu'à la fin des contrats engagés pendant les 5 premières années. Par conséquent, l'expérimentation souhaitée à travers cette proposition risque de n'avoir que des effets très limités. Mais bien qu'imparfaite, nous voterons malgré tout l'évolution proposée, tout en invitant le gouvernement à donner plus de visibilité sur le moyen et le long terme aux collectivités territoriales notamment. Enfin, vous me permettrez d'ajouter quelques mots au sujet de l'objectif affiché, qui est de favoriser les travaux de rénovation énergétique des bâtiments publics. Un objectif que nous partageons tous ici, je le pense. Il y aurait, chers collègues, de nombreux autres leviers pour favoriser la rénovation des bâtiments publics et pour permettre une accélération des investissements de rénovation énergétique dans les bâtiments publics. Pour atteindre les objectifs d'économie d'énergie dont tout le monde a besoin et atteindre la neutralité carbone, les bâtiments publics ont besoin de lourds travaux, du changement des équipements de chauffage jusqu'à l'isolation.
La rénovation énergétique globale est souvent indissociable d'autres grosses dépenses comme la mise aux normes des réseaux électriques ou encore des systèmes de sécurité ou des moyens anti-incendie, la création de nouveaux espaces adaptés au public ou encore la recherche de confort et d'ergonomie. Le coût des travaux engagés en matière de rénovation énergétique ne peut être compensé intégralement par les économies d'énergie évoquées, quelle que soit l'option contractuelle retenue. Les maires, les présidents de PCI et autres présidents d'exécutifs ont tous, je crois, la volonté de rénover les bâtiments dont ils ont la charge. Mais nos maires en particulier sont dans une situation sans précédent. Les gouvernements successifs et le gouvernement actuel, de par des décisions irresponsables, ont balayé les efforts financiers réalisés localement de par des baisses de dotations ou des charges supplémentaires sans compensation. Jamais, jamais les collectivités territoriales n'ont connu une pareille précarité financière. Par conséquent, cette dérogation ne saurait être considérée comme un levier important pour nos collectivités territoriales, sans traiter la question des moyens dédiés à l'investissement dans la rénovation thermique des bâtiments publics. Les dispositifs actuels ont le mérite d'exister, mais ils restent insuffisants. Ils ne sauraient effacer le fort désengagement de l'État auprès des collectivités territoriales. Je vous remercie donc par avance de l'attention que vous porterez peut-être enfin à nos collectivités territoriales. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Jean-François Coulombe pour le groupe de la France Insoumise. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, par ce texte que vous nous proposez, l'idée est d'inclure un tiers dans le portage financier et technique d'une rénovation énergétique de bâtiments, tout en dérogeant à des articles importants du Code de la commande publique qui encadrent à ce jour les investissements et dépenses publiques. Le tiers réaliserait ici l'investissement et le bénéficiaire des travaux, collectivité territoriale ou établissement public, lui rembourserait l'avance et les intérêts à la livraison des travaux, ou bien selon un échéancier négocié au contrat préalable et dont les termes et le taux seraient fonction des économies réalisées par le maître d'ouvrage. La collectivité ou l'établissement public aurait ainsi à charge de rembourser, sur ses ressources propres, la différence entre les économies constatées et le coût du financement global des travaux. Or, le Code de la commande publique interdit tout paiement différé dans les marchés passés par l'État, les établissements publics ou les collectivités territoriales. Le préfinancement est à ce jour réservé aux marchés de partenariat qui sont plus strictement encadrés. Par cette proposition de loi, vous voulez donc une dérogation aux articles du Code de la commande publique pour les contrats de performance énergétique tels qu'indiqués. Nous sommes d'accord sur un point, les bâtiments publics doivent faire preuve d'exemplarité en matière de rénovation énergétique, puisqu'ils sont responsables de 76% de la consommation énergétique des communes. Leur rénovation énergétique constitue donc un investissement important pour les acteurs publics, et pour le moment, les rénovations engagées sont très insuffisantes, autant pour le parc immobilier public que privé, pour le collectif comme pour l'individuel. Certes, les bâtiments publics représentent une partie très importante du parc immobilier à rénover sur le territoire, et s'y atteler est recommandé par toutes les organisations ou associations œuvrant pour le développement durable. Mais nous sommes en désaccord sur la manière d'y parvenir, puisque ce que vous nous proposez aujourd'hui nous interroge sérieusement et est bien loin d'une mesure destinée à répondre à l'urgence de la rénovation thermique. Qu'est-ce qui justifie que les collectivités s'exemptent des garde-fous prévus par le Code de la commande publique et optent pour un mode de financement portant de sérieux risques de surendettement de nos collectivités? La manne financière importante que représente ce marché de la rénovation thermique pour les entreprises privées est ainsi très conséquente. Et il semble judicieux de sous-peser tout mécanisme financier simplifiant le recours à celle-ci plutôt qu'à des acteurs publics et selon des mécanismes encadrant la dépense publique. De plus, il apparaît quelque peu hypocrite de la part de ce gouvernement et de la minorité présidentielle qui porte cette proposition de loi de défendre un tel texte, alors qu'il n'a pas intégré les amendements NUPES votés dans le budget sur la rénovation thermique des logements individuels, 12 milliards pour augmenter les fonds dédiés au dispositif MaPrimeRénov' Sérénité,
à l'issue de laquelle l'utilisation antidémocratique de l'article 49.3 a été infligée à la représentation parlementaire. Donc, je réitère, êtes-vous animé par une réelle volonté de prendre le sujet à bras-le-corps, alors que vous avez balayé nos amendements au budget qui servaient cette cause, ou par les intérêts financiers que cela pourrait apporter au privé grâce à une apparente simplification, mais qui serait payée au final par les contribuables? Globalement, en termes de rénovation thermique des bâtiments publics, outre que leur financement massif devrait résulter d'une taxe sur les entreprises les plus polluantes, nous sommes face à un problème de structuration de la filière et à une pénurie de main-d'œuvre, faute d'offres et de formation. C'est donc ainsi aussi une question de formation des personnels de nos administrations qui devrait se poser pour assurer la rénovation thermique avant de recourir encore et toujours plus à des entreprises privées. À tout le moins, les établissements publics et les collectivités territoriales, tout comme l'État, devraient pouvoir gérer leur marché public et leur financement sans avoir à passer par un mécanisme de tiers-financement privé, mais préférablement avec des appels d'offres classiques, voire des investissements propres. Mais il est vrai que vous n'avez pas anticipé la baisse des ressources des collectivités locales qui vous incite aujourd'hui à déréguler, libéraliser sans libérer, dans la précipitation et l'urgence. Pour ces multiples raisons, le tiers-financement dérogeant aux lois encadrant la commande publique est un dispositif dont la pertinence et l'utilité questionnent en matière de rénovation thermique. Poste très coûteux quand il touche l'enveloppe des bâtiments et des menuiseries, car il représente un risque potentiel fort d'endettement des collectivités territoriales et des établissements publics, autant qu'il est de nature à favoriser des pratiques corruptives. Nous nous abstiendrons donc, puisque nous avons proposé, proposons et proposerons encore des mécanismes plus efficaces et plus justes que celui que vous défendez aujourd'hui et qui ne nous semble pas vertueux. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Raphaël Schellenberger pour le groupe Les Républicains. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, chers collègues, on ne va pas faire trop long sur ce texte qui fait plutôt consensus, parce que de façon générale, on considère qu'il faut que nous soyons en mesure aujourd'hui d'apporter plus d'intelligence budgétaire, plus d'intelligence financière aux collectivités locales. La gestion de la dépense publique locale n'est pas forcément à l'optimum quant aux outils qui sont disponibles. Un certain nombre de rigidités qui existent dans le fonctionnement de la dépense publique locale. Et ce texte, même si c'est sur une partie bien particulière, qui est celle de la rénovation énergétique, de la performance énergétique, vient apporter une souplesse qui est forcément bienvenue. Quelques réactions d'abord à ce qui a été dit et quelques points de vigilance ensuite néanmoins sur le dispositif que nous sommes en train d'adopter. D'abord, de façon générale, on ne s'économisera pas dans les années qui viennent un vrai travail sur la question de la commande publique. Il est vrai que l'État, ses démembrements et les collectivités locales en premier chef sont de très mauvais acheteurs, achètent toujours plus cher globalement que les privés et c'est en grande partie lié au mécanisme de la construction de l'achat public. Alors, évidemment qu'il y a des objectifs qu'il ne faut pas que nous oublions, celui de l'équité dans la pétition des candidats, celui de la probité dans l'attribution des marchés, celui de la stabilité dans l'attribution des marchés. Néanmoins, je pense qu'on pourrait faciliter un peu les choses pour améliorer le tarif et le prix auquel les collectivités achètent. Et je pense à toutes les collectivités, pas seulement aux grandes collectivités qui disposent de grands services avec des engineering financiers particulièrement complexes. Et on laisse les plus petites collectivités qui ont aussi besoin d'investir, aussi besoin d'acheter, avec des dispositifs particulièrement lourds et une difficulté évidente pour l'exécution. Deuxième élément, je suis assez vigilant quand j'entends parler de bonne ou de mauvaise dette. J'ai tendance à penser qu'il y a dans le budget public de la bonne et de la mauvaise dette. La mauvaise dette, c'est celle qui paye du fonctionnement, c'est-à-dire c'est la dette qui paye ce qu'on est incapable de se payer et qui nous sert aujourd'hui. La bonne dette, c'est celle qui sert de l'investissement, c'est-à-dire que ceux qui en profiteront paieront l'équipement. Mais les collectivités locales ne peuvent s'endetter que pour investir. À partir de là, quand on parle de mauvaise dette des collectivités locales, ça voudrait dire qu'on commence à s'ingérer dans la libre administration des collectivités locales et qu'on voudrait, nous, parlementaires, dire qu'est-ce qui est bon de faire ou non dans une collectivité locale. Donc, entendre parler de bonne et de mauvaise dette à l'échelle nationale, d'accord.
Sur les collectivités locales, ça me dérange parce que c'est en réalité porter atteinte à la libre administration des collectivités locales. Alors on peut faire de la politique, on peut être d'accord ou pas avec ce que les exécutifs locaux font, mais considérer qu'il nous faut du droit pour qualifier de bonne ou de mauvaise la dette des collectivités locales ne me semble pas opportun. Sur le dispositif à proprement parler, quelques points de vigilance. Le premier, il ne faudrait pas qu'à terme, ce dispositif devienne aussi compliqué que les partenariats publics-privés. Si les partenariats publics-privés ne marchent plus, c'est bien que les mécanismes... Pas forcément que de beaux exemples qui se sont passés dans l'histoire, mais c'est aussi que le mécanisme est trop compliqué. Il ne faut pas que ce mécanisme de tiers financement devienne aussi compliqué, aussi complexe que celui des partenariats publics-privés. Ça doit rester un mécanisme agile, simple, facile à mettre en œuvre. Deuxième élément, et j'ai entendu les propos qui ont été tenus, mais ça me permet de les répéter, je les ai déjà dit en commission. Je crois qu'il faut être vigilant à la notion de global, de rénovation globale, de performance globale, parce que ça peut rentrer en contradiction avec des modes d'organisation des compétences locales et finalement ralentir les projets. Je crois qu'il faut faire preuve de la plus grande souplesse possible. J'avais échangé avec monsieur le rapporteur, par exemple, de la question de l'éclairage public, qui me semble important. C'est typiquement le genre d'équipement sur lesquels on peut aller très vite avec ce genre d'outils financiers pour faire très vite de grandes économies d'énergie grâce à des apports de financement nouveaux et rapidement efficaces. Enfin, je me réjouis que des amendements aient été apportés pour permettre à tous d'accéder, y compris aux plus petites collectivités locales, à ces outils. Mais encore une fois, attention à protéger les petites collectivités locales sur ce type de contrat. On a vu au début des années 2000 ce que donnaient les produits bancaires complexes dans un certain nombre de collectivités locales. Il faut absolument que nous puissions protéger les collectivités qui ne disposent pas d'un service d'ingénierie financier hyper staffé de risques budgétaires. Et puis enfin, surtout, plutôt que l'expérimentation, moi je pense qu'il faut qu'on soit dans une logique d'évaluation. Il faut que ces dispositifs puissent se projeter dans le temps, mais que nous puissions régulièrement et sérieusement les évaluer. Voilà les quelques points de remarque et d'attention que je voulais formuler cet après-midi. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Madame Mathilde Desjonquers pour le groupe démocrate. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Face à la menace du changement climatique, le recours à des leviers efficients pour réduire l'émission de gaz à effet de serre est un impératif majeur. L'augmentation des coûts d'énergie induite par la crise énergétique impose également une célérité dans l'action publique. Le secteur des bâtiments représente 44% de la consommation d'énergie en France et émet ainsi chaque année plus de 123 millions de tonnes de CO2, ce qui en fait l'un des domaines clés dans la lutte contre le réchauffement climatique et la transition énergétique. Ce constat appelle à une exemplarité sans faille. C'est pourquoi il y a une impérieuse nécessité à engager rapidement des travaux de rénovation du parc immobilier public. Fort heureusement, le gouvernement en prend la mesure. Le plan de relance dispose d'un budget considérable de 4 milliards d'euros pour financer cette rénovation énergétique. Grâce à cela, pas moins de 500 contrats France Relance ont déjà été signés. Pour accélérer le déclenchement des travaux de rénovation, cette proposition de loi a pour ambition de lever les freins juridiques à la commande publique verte. Ainsi, à titre expérimental, le texte prévoit de déroger à l'interdiction de paiement différé pour les seuls contrats de performance énergétique conclus sous la forme de marchés globaux. Ce mécanisme, au moyen d'un tiers financement, permettrait alors à l'acheteur public de lisser ses paiements. Or, en l'état des textes, le paiement différé n'est possible que pour la passation des contrats de partenariat. À l'occasion des débats en commission, nous n'avons pas fait mystère de nos inquiétudes quant aux trop grandes similitudes entre ce véhicule législatif et les dispositions relatives au montage complexe que sont les contrats de partenariat public-privé. En effet, leur mise en œuvre a pu être désastreuse pour les finances locales de certaines collectivités qui ne disposaient pas des services opérationnels en la matière. Il nous faut éviter cet écueil. C'est pourquoi je tiens à saluer ici Monsieur le Ministre, ainsi que le rapporteur Monsieur Cazenave, pour leur écoute active qui a conduit à un toilettage du texte initial.
Nous observons par conséquent que le nouveau texte clarifie dans une certaine mesure le dispositif en permettant de gager plusieurs critères auxquels nous tenions. La soutenabilité budgétaire, la consolidation et la transparence de la dette, l'accessibilité effective du modèle au profit des différentes strates de collectivités et à nos petites et moyennes entreprises, et enfin l'accompagnement des services de l'État au profit des collectivités locales dans la sécurisation juridique. De ce fait, le nouvel article 1er adopté en commission semble constituer un point d'équilibre. S'agissant de la soutenabilité budgétaire, nous saluons la saisie systématique de la mission d'appui au financement des infrastructures pour le recours à ce modèle contractuel. Ensuite, à propos de la consolidation et de la transparence de la dette, volet qui nous est cher, notre vigilance perdurera. Au-delà de son inscription dans les débats budgétaires, les annexes devront permettre à la collectivité d'analyser, autant que faire se peut, l'opportunité de ce montage. En d'autres termes, de voir si celui-ci est plus vertueux que le recours à l'emprunt bancaire ou à la banque de territoire. En effet, la mise en œuvre de ces contrats à l'aune de ce nouveau dispositif ne doit pas s'avérer contre-productive s'agissant de la gestion de la dette. Et nous le savons, chers collègues, la bonne gestion de la dette d'une collectivité est un élément majeur de la politique financière des collectivités locales. Aujourd'hui, les finances locales se sont assainies. Mais quelle épopée! Parmi vous, nombreux sont ceux qui doivent avoir en mémoire les conséquences terribles des emprunts toxiques. Les collectivités locales ont remis ainsi 10 ans à se relever de la crise de 2008. C'est pourquoi nous ne devons pas baisser notre garde, car c'est dans les détails que peuvent se cacher des dettes hors bilan. De fait, la restitution du rapport issu de cette expérimentation nous permettra, je l'espère, de mesurer les conditions dans lesquelles ces contrats seront conclus, notamment à l'aune de la mutualisation. Outiller efficacement les collectivités pour la passation des marchés publics est une initiative salutaire. Vous l'avez souligné lors des débats, les associations d'élus voient arriver d'un bon œil un dispositif qui compléterait leur boîte à outils, mais à condition que celui-ci soit simplifié. J'ajouterai aussi à la condition qu'il soit vertueux pour les finances locales et pour nos PME qui sont essentielles pour notre économie et qui font entre autres l'attractivité de nos territoires. Car toute entreprise de simplification ne doit pas être une boîte de Pandore ou une nouvelle usine à gaz. Tel est le sens de nos amendements discutés et adoptés en commission. Pour toutes ces raisons et sous toute réserve, notre groupe accompagnera toute initiative allant vers une commande publique toujours plus verte, mais également respectueuse des enjeux et spécificités de nos territoires. Territoires qui sont au premier rang dans la mise en œuvre d'une véritable transition écologique. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Élie Khalifer pour le groupe socialiste et apparenté. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, la proposition de loi dont nous discutons aujourd'hui s'inscrit dans le contexte de la transition énergétique et de l'accélération de la massification attendue de la rénovation du parc de logement. Le gouvernement français a fixé des objectifs ambitieux de neutralité carbone dès 2050, soit une division par 6 au moins des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Pour cela, un des leviers est l'accélération des rénovations énergétiques de logements. Dans ce cadre, les sociétés de tiers financement, STF, ont un rôle à jouer. Les STF ont été mises en place par la loi ALUR de 2014 et la loi de transition énergétique de 2015. Ces établissements régionaux aident les ménages à financer leurs travaux de rénovation énergétique. L'objectif des STF est de lever les freins à la réalisation de ces travaux, souvent ressentis comme chronophages et compliqués. Elles sont censées proposer une offre de rénovation énergétique complète, intégrant un financement pour les travaux et un suivi après travaux. Agréés par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les STF sont en effet autorisés à avoir une activité de prêt. Ainsi, les 7 STF existantes en France proposent une offre de service globale, a priori adaptée aux spécificités locales. L'article L381-1 du Code de la construction précise que le tiers-financement est une offre technique portant notamment sur la réalisation des travaux dont la finalité principale est la diminution des consommations énergétiques. Le Code de la propagande publique interdit aujourd'hui tout paiement différé dans les marchés passés avec l'État, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements. Jusqu'à aujourd'hui,
Le préfinancement est réservé aux marchés de partenariat qui sont plus strictement encadrés compte tenu de leur caractère dérogatoire au droit commun des marchés publics. Cette proposition de loi vise donc à autoriser à titre expérimental et pour une durée de 5 ans, l'État, ses établissements publics, les collectivités, leurs établissements publics et leurs groupements à déroger aux articles L. 2191-2, L. 2191-8 du Code de la commande publique pour les contrats de performance énergétique conclus sous la forme de marché global. Je ferai 3 observations, une sur la procédure et 2 sur le fond. D'une part, cette proposition est examinée dans le cadre de la procédure accélérée. Chers collègues, c'est devenu une pratique tellement courante que nous ne faisons plus réellement attention. Pourtant, le respect de la Constitution voudrait que nous entendions, sauf motif légitime, à 2 lectures par assemblée parlementaire. Ceci étant dit, passons au fond. Cette proposition, en élargissant le recours au préfinancement de la dépense publique, comporte un niveau de risque élevé si les engagements pris ne sont pas suffisamment encadrés et sécurisés, alors même que le principe de ces contrats est de protéger la personne publique contre les risques de dérive de coûts. Dans la réalisation des projets publics, ils peuvent eux-mêmes être inducteurs de risques budgétaires. Certains risques sont fermes, d'autres conditionnels. Certains engagements explicites, d'autres moins, pourraient comporter à la fois un risque lié au montage et surtout, chers collègues, un risque plus systémique né du cumul de montage pesant sur les finances locales. Heureusement, le texte enrichi en commission prévoit désormais que ces marchés devront identifier la part du prix qui est consacrée au financement du projet et les collectivités devront bien sûr identifier le montant de dette à comptabiliser dans leurs comptes. Elles auront aussi l'obligation de traduire dans une annexe leur engagement hors bilan. J'en viens à ma 3e observation. Il y a quelques jours, lors de la séance de contrôle consacrée aux enjeux de la massification de la rénovation énergétique, nous n'avons eu aucune réponse à nos questions sur les difficultés des Français face aux dépenses de la rénovation énergétique. Donc, face à cela, 2 options s'offrent à nous. Nous abstiendrons sur ce texte tant que pour la procédure qu'en absence d'engagement du gouvernement sur le fond. Autre option, nonobstant la procédure et l'absence d'engagement du gouvernement sur le fond, nous voterons ce texte s'il est modifié et enrichi en séance. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Henri Alfandari pour le groupe Horizon et Apparentés. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, déposée par nos collègues du groupe Renaissance, à titre expérimental, d'assouplir les règles de passation et d'exécution des contrats de performance énergétique. Ces contrats sont, en l'état du droit, soumis au régime particulièrement contraignant des marchés publics globaux, qui interdit notamment toute forme de paiement différé. Réaliser des travaux de rénovation énergétique, en particulier pour les collectivités territoriales, constitue souvent un investissement important, ce qui freine, malheureusement, le rythme des rénovations du parc immobilier. Pourtant, la rénovation des bâtiments publics est un élément incontournable de notre objectif zéro carbone d'ici 2050, avec 380 millions de mètres carrés, soit 37% du parc tertiaire national. L'État et les collectivités locales ont une responsabilité particulière dans cette rénovation, mais aussi un devoir d'exemplarité. L'État a été au rendez-vous en investissant massivement dans cette rénovation. Une enveloppe de 4 milliards d'euros du plan de relance y a été consacrée, en faisant ainsi une véritable priorité du gouvernement. Depuis, les collectivités territoriales disposent de 3 milliards via le grand plan d'investissement, dont 2,5 milliards d'euros de prêts et d'avances de la Caisse des dépôts pour la rénovation de leur parc, comprenant donc les écoles, les crèches et les hôpitaux notamment, et 500 millions d'euros via la dotation de soutien à l'investissement local. Grâce au travail déterminant du rapporteur en commission, le texte initial a été repensé et enrichi afin de s'assurer de la lisibilité de ce régime spécifique. Seulement, une partie bien identifiée du régime juridique applicable au marché de partenariat s'appliquera, à titre expérimental pour 5 ans, au contrat de performance énergétique et en particulier la possibilité de recourir à un tiers financeur auprès de qui il sera possible d'étaler dans le temps le paiement effectif des travaux. Mais certaines dispositions applicables au marché de partenariat ont été adaptées, comme la suppression du bilan plus favorable qui, de manière pertinente, a été remplacée par une étude préalable qui permet de comparer les différents modes envisageables de réalisation du projet.
Nous saluons le fait que ces modifications s'effectuent dans un premier temps sous la forme d'une expérimentation. Elle permettra sans nul doute d'observer si le régime juridique contraignant était véritablement un frein à l'engagement de tels travaux, mais également de contrôler qu'un tel dispositif ne conduise pas à accroître trop fortement le taux d'endettement des collectivités, en particulier les plus petites. Il nous semble, en outre, déterminant que le tiers financeur participe à dynamiser les bassins d'emploi en recourant à une sous-traitance locale à laquelle la collectivité aurait fait appel dans le cadre d'un marché public global classique. Nous saluons donc que des amendements en commission issus des rangs MODEM aient permis d'ajouter l'évaluation prévue, le taux de recours des communes de moins de 3 500 habitants et l'accès des PME à ces contrats. Simplifier et fluidifier pour verdir la commande publique, voici un objectif louable et un dispositif innovant dont nous avions besoin, que cette proposition de loi s'est fixée et que le groupe Horizon Apparenté soutiendra. Nous voterons donc en faveur de cette proposition de loi. Merci. Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame Sandra Regol pour le groupe écologiste. La discussion générale est close. J'appelle maintenant dans le texte de la commission les articles de la proposition de loi. Monsieur le ministre, je vous en prie, vous avez la parole. Et monsieur le rapporteur également. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, d'abord j'aimerais remercier tous les orateurs qui viennent de s'exprimer. Je voudrais dire à chacune et chacun de ceux qui ont pris la parole à quel point j'ai entendu la position très majoritaire de soutien à cette proposition. Je vais commencer par répondre aux objections, en particulier à celle de la France insoumise que je ne comprends pas bien. Nous constatons tous, nous parlons tous d'urgence climatique et entendre aujourd'hui que finalement ça va peut-être trop vite, qu'il est souhaitable de ne rien changer est une position qui me surprend. Considérer que le gouvernement serait hypocrite parce qu'il n'aurait pas retenu des milliards d'euros complémentaires pour la rénovation dans le privé et dans le même temps refuser qu'on puisse faire en sorte d'engager des dizaines de milliards d'euros dans des travaux de rénovation publique me semble hypocrite et à contresens de l'urgence climatique dans laquelle nous sommes. Non seulement on ne peut pas tirer d'une situation inédite qui est celle de la lutte contre le réchauffement climatique le fait qu'il ne faut rien changer, mais la défense de l'orthodoxie budgétaire et du principe de ne surtout pas déroger aux règles d'encadrement et de faire attention au niveau de dette en provenance de cette partie de l'hémicycle me surprend particulièrement. J'ai entendu ensuite des alertes de plusieurs côtés en disant « Ok, ça amène quelque chose de nouveau, mais à une condition. D'abord, c'est que ce ne soit pas le seul moyen d'aller accompagner les collectivités territoriales et que ce ne soit pas entre guillemets pour solde de tout compte. Ensuite, oui, il y a un assouplissement de la commande publique, mais il y a peut-être d'autres aspects de la commande publique qui pourraient eux-mêmes être assouplis. Je prends totalement le point qui a été évoqué par la députée Hamlet et le fait que nous pourrions sur d'autres éléments faire en sorte de simplifier la vie de nos concitoyens. On s'efforce de le faire, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres domaines dans lesquels nous pourrions avancer. Et je veux dire que, y compris par rapport à ce qui a été évoqué par le député Khaliffer, j'ai le sentiment que dans les amendements qui ont été déposés, il y a les réponses aux principales objections. Je résume. Le Rassemblement national dit « Attention, si j'ai que 5 ans d'expérimentation alors que les contrats vont durer 10 ou 15 ans, j'ai un problème. » Il faut évidemment clarifier ce point. Un amendement rédactionnel viendra bien dire que ce qui compte, c'est la date de signature du contrat et que l'expérimentation, elle vaut pour signer le contrat, pas pour finir d'amortir le dispositif. Il y aura une précision sur ce point. Deuxièmement, attention aux conséquences sur la dette. Et il faudra qu'on regarde le truc de près. C'est exactement pour ça que c'est une expérimentation. Et donc, ceux qui ont salué le fait que c'était une expérimentation soulignent le fait qu'on ne joue absolument pas aux apprentis sorciers. On pose un dispositif qui existe déjà dans d'autres pays, on regarde comment on avance vite là-dessus, et on aura l'occasion de faire le bilan après coup. Sur ce que Raphaël Schellenberger a pu dire par rapport à la bonne et à la mauvaise dette. Je sais que c'est toujours plus simple de parler de la dette de l'État, parce que comme ça, c'est toujours plus rapide de se mettre d'accord sur le fait qu'il y a une bonne et une mauvaise dette, puisqu'il y en a une qui relève d'une part de fonctionnement. Mais il ne faut pas avoir peur de regarder ce sujet, y compris sur le plan local. La libre administration des collectivités territoriales ne veut pas dire qu'il y aurait par essence une absence de mauvaise gestion. Ça ne préjuge pas qu'il y en a une mauvaise, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, et ce n'est pas une raison pour ne pas regarder dans la réalité ce que peuvent être parfois
des dépenses qui ne sont pas forcément utiles sur le plan local. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une piscine tous les 3 km? Est-ce que dans un certain nombre de cas, des principes de mutualisation d'investissement ne s'inscrivent pas aussi dans le sens d'une sobriété de dépenses publiques et d'énergie dans plein d'égards? Le reste, cette discussion va précisément permettre de répondre sur ces différents points. Je veux juste remettre les choses à leur place pour pas qu'on se perde dans les modalités. Nous n'imposons rien. Vous créez un nouveau dispositif qui permet aux communes d'avoir un autre levier pour agir pour la rénovation de leurs bâtiments. Vous ne les obligez pas à le faire. Vous leur donnez la faculté. Vous le faites en permettant que ce soit les communes ou les intercos, quelle que soit la taille, sans discrimination. Et en parallèle, dans le même temps, non seulement c'est un outil qui est utile pour la libre administration, mais c'est un outil qui est précieux pour l'urgence climatique parce que nous avons véritablement une réponse crédible pour massifier et pour répondre aux 400 millions de mètres carrés qui sont aujourd'hui sans solution crédible d'un point de vue budgétaire pour être capable d'être traités. Et si on est capable de le faire par ce biais, ça veut dire que l'argent public, on pourra aussi le consacrer aux infrastructures sur lesquelles là, on n'ira pas vers du tiers-financement. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Je voudrais apporter deux, trois éléments de réponse aux interpellations dans les prises de parole. Pour le Rassemblement national, Madame Hamel, vous dire, même si elle a quitté l'hémicycle, mais lui répondre qu'on a effectivement bien vu ce point-là en commission et qu'il a été traité notamment par un amendement du groupe Renaissance. Ça a été réécrit précisément pour sécuriser tous les contrats qui auraient été conclus dans ces 5 ans d'expérimentation, mais qui auraient vocation naturellement à vivre une dizaine, une quinzaine d'années. Donc ce point a été bien étudié, traité, puis amendé en commission. Je voudrais dire à M. Coulombe, chers collègues, le dispositif que nous créons ne préjuge pas du tout de la nature des financements. Le tiers-financement, il peut être privé, il peut être public. Un élu peut décider de confier ce dispositif à un acteur public comme la Banque des Territoires, comme un acteur privé. On ne préjuge pas du tout de la nature des financements. Et en fait, c'est aux élus locaux de décider vers qui ils vont se tourner. Et d'ailleurs, nous avons, et je défendrai un amendement juste après, sécurisant le fait que des syndicats d'énergie, par exemple, des intercommunalités, puissent jouer ce rôle de tiers financeur, dont nous ouvrons la possibilité et nous respectons le principe de libre administration des collectivités territoriales, leur permettant, elles, de faire ce choix-là. Redire encore une fois qu'on ne préjuge pas de la nature des financements. Monsieur, cher collègue Khalifer, on a beaucoup échangé en commission notamment sur le dispositif et je crois qu'on a apporté, notamment dans les amendements que l'on va examiner juste après, je pense aux attentes de France Urbaine, la FNCCR, pour sécuriser les syndicats d'énergie, les intercommunalités, les sociétés de tiers financement que vous avez évoquées dans votre prise de parole, elles sont intégrées dans le dispositif. On a entendu notamment suite aux échanges en commission et avec les associations d'élus. Donc je tiens vraiment à vous rassurer sur le fait que le texte qui vous est soumis aujourd'hui intègre bien les préoccupations que vous avez partagées, qui ont été portées par votre groupe en commission, puis par les associations d'élus. Et puis redire à ma collègue Desjonquers qu'il y a eu un gros travail grâce à vous de sécurisation financière, une bonne prise en compte de la dette dans le texte qui est examiné cet après-midi. Je vous remercie. Donc nous entamons l'examen des amendements et donc à l'article 1er, le premier amendement, le numéro 3, c'est Monsieur Coulombe qui le défend. Vous avez la parole. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, madame la présidente, je voudrais tout de même rappeler que, bien évidemment, la France Insoumise, la NUP, nous sommes particulièrement favorables à une rénovation massive des bâtiments publics des collectivités territoriales. Donc la question ne se pose pas dans ces termes. La question, c'est l'inquiétude légitime que nous pouvons avoir dans le cadre de la défense des contribuables, tout simplement, dans le fait que nous avons ici un texte qui fait une sorte de conjonction entre des financements tiers et des dérogations au Code des commandes publiques. C'est cette conjonction-là qui nous fait souci, ce n'est pas l'un ou l'autre.
C'est les deux mécanismes qui sont donc interconnectés et qui peuvent conduire des communes à, dans la précipitation, souscrire des contrats avec, qui plus est, des acteurs majeurs qui auront, eux, beaucoup plus de latitude pour aller démarcher, entre guillemets, les collectivités locales, avec des offres tout en un, complètes, financement et travaux. Voilà, c'est exactement cela qui nous pose souci. Parce que finalement, bien évidemment, il faut le faire très vite. Il y a urgence climatique, il y a urgence tout simplement. Mais de toute façon, étant donné la pénurie qu'il y a dans les entreprises de ce savoir-faire-là massif qu'il faudrait massivement mettre en œuvre tout de suite, de toute façon, on aurait très bien pu rester connecté au code de la commande publique et qui n'aurait pas retardé l'exécution de travaux qui, de toute façon, vont demander des semaines, des mois, peut-être, à être négociés, évalués, chiffrés, métrés. Donc tout cela va prendre beaucoup de temps. Donc pourquoi se précipiter, penser qu'on va accélérer le processus en supprimant, en dérogeant au code de la commande publique. Donc c'est pour cette raison que nous demandons, malgré tout, de réduire la durée d'expérimentation de 5 ans à 3 ans, par prudence vis-à-vis de cette conjonction des deux mécanismes qui sont l'un et l'autre porteurs d'un certain nombre de risques pour les collectivités locales et leur endettement. Je vous remercie, monsieur le rapporteur, pour l'avis de la commission. Mon cher collègue, je voulais vous dire que, avant de répondre à la durée de l'expérimentation, on a eu ce débat en commission, que c'est précisément parce qu'on a le souci des contribuables qu'il faut tout faire pour accélérer les investissements dans la rénovation énergétique. Parce que les passoires énergétiques, elles, se traduisent par des factures énergétiques des fois difficilement maîtrisables et donc avec un risque pour les contribuables. Et en fait, les associations d'élus, à l'unanimité, elles attendent ce dispositif. Celles sur lesquelles vous vous appuyez en disant est-ce qu'au fond, elles ne vont pas être prises dans des difficultés, elles nous demandent le dispositif. Et donc, pourquoi est-ce qu'il faut déroger? Il faut déroger pour investir maintenant. Notre sujet, c'est investir maintenant. Et la seule dérogation, j'ai entendu dans votre propos préliminaire le risque de corruption que vous avez évoqué. On ne déroge à rien d'autre que sur le différé de paiement, c'est-à-dire la mise en concurrence, la transparence, tous ces dispositifs cadres du Code de la commande publique demeurent. La seule souplesse que l'on ouvre, c'est permettre de reporter dans le temps cet investissement. Pourquoi? Parce que le mur d'investissement est très important et que ces économies d'énergie vont leur permettre de rembourser progressivement cet investissement. Donc c'est une souplesse attendue par les élus, attendue par les représentants des associations d'élus. Et pour en revenir sur votre amendement, vous aviez proposé 2 ans en commission, vous proposez 3 ans. Je vous ferai la même réponse. Je crois que sur des dispositifs de rénovation énergétique, le temps de monter ces projets, de les évaluer, il faut suffisamment de temps. Je reste convaincu que 3 ans reste une durée trop courte pour avoir un recul suffisant et mesurer de manière sérieuse l'effet de cette expérimentation. Et donc c'est la raison pour laquelle je vous demande soit de le retirer, soit avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Moi, j'appelle précisément les députés à suivre l'exposé des motifs de M. Coulombe, qui dit qu'il faut du temps. C'est exactement la raison pour laquelle on a besoin de ces 5 ans. Parce qu'il est vraisemblable que la première année, elle soit nécessaire, y compris pour apporter des réponses de précision sur les modalités. Le vrai sujet, c'est est-ce qu'on fait confiance ou pas aux collectivités locales. Si on ne leur fait pas confiance, on leur refuse cet outil. Si au contraire, on les écoute, on regarde et qu'on est sensible et au climat et aux contribuables, on fonce et on donne la possibilité. Et le sujet, c'est le temps qu'on prend sur les modalités pour s'assurer qu'on n'a pas les écueils qui sont décrits, qu'on a le respect de la mise en concurrence et qu'on a les véhicules, y compris publics, sur lesquels on est capable de s'appuyer. Donc les 5 ans, ils sont absolument nécessaires parce qu'on aura forcément pendant la première année ou pendant les premiers mois le temps d'aller caler les dispositifs et donc ce ne serait pas crédible et ce serait priver les collectivités de la possibilité de le faire si on leur expliquait qu'elles n'ont que 3 ans pour expérimenter le dispositif. Je vous remercie. Alors, Monsieur Coulombe, vous maintenez votre amendement? Oui. Donc, je vais le mettre aux voix, donc avec avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le numéro 9, vous le reprenez, Monsieur le rapporteur?
Oui, il s'agit d'un amendement déposé par le groupe Les Écologistes et Madame Régol, et qui prévoit notamment que nous puissions suivre la performance énergétique par bâtiment. Et je considère que c'est un objectif de suivi exigeant et important, notamment si on mutualise les opérations. C'est important qu'on ait opération par opération un suivi de la performance énergétique. C'est la raison pour laquelle je reprends cet amendement. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Votre avis ? Favorable. Favorable. Donc je vais mettre aux voix cet amendement numéro 9 qui a eu un double avis favorable commission-gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Le numéro 10 n'est pas défendu. Nous avons des amendements qui peuvent être soumis à une discussion commune. Le numéro 4, Monsieur Coulombe, vous le présentez ? Bien, c'est un amendement de prudence en réalité, pour éviter qu'il y ait des dérives, pour éviter qu'il y ait effectivement les possibilités de dérives corruptives, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Et le principe est donc de restreindre le taux de marge maximum du montant des travaux effectués ou des prestations de services réalisés à 8% de marge, ce qui est déjà un bon rendement pour ce type de travaux. Je vous remercie. Le numéro 6 donc n'est pas défendu. Le numéro 7 également. Et donc, Monsieur le rapporteur, votre avis sur le numéro 4 ? Merci Madame la Présidente. Vous souhaitez plafonner la marge des opérations de rénovation énergétique et vous faites un parallèle d'ailleurs avec les gels hydroalcooliques et les masques. Alors, moi, je vois quand même plusieurs difficultés dans votre amendement. D'abord, le parallèle entre les masques, gel hydroalcoolique et les opérations de rénovation est difficile. Pourquoi ? Parce qu'une rénovation, ce n'est pas un produit standardisé. Il n'y a pas une opération de rénovation qui ressemble à l'autre. Elles ne font pas appel au même corps de métier. Ce n'est pas la même chose de faire une opération dans un immeuble plus récent que dans un immeuble ancien. Donc je trouve que déjà le parallèle est difficile. Vous faites ensuite référence à des dispositifs qui ont été pris notamment en 2020, mais pour des périodes de très courte durée. Et on n'est pas en situation de pouvoir encadrer ces prix. Et surtout, je voudrais insister sur le fait, parce que vous venez encore de le mentionner dans votre exposé, le risque de corruption. Encore une fois, nous restons dans le code de la commande publique. Il y a une transparence, un appel à candidature, et à la fin, l'acheteur public il choisit en fonction du prix. Et c'est ça qui protège l'acheteur public, c'est la mise en concurrence, c'est pas le taux de marge. Et si je suis votre raisonnement, on pourrait se retrouver dans une situation où un opérateur moins efficace que l'autre propose un prix plus élevé mais avec une marge plus faible et soit retenu par l'acheteur public. Ce qui n'est pas, je crois, l'objectif ni que nous poursuivons à travers cette proposition de loi, ni je pense l'objectif que vous poursuivez avec cet amendement. C'est la raison pour laquelle j'ai un avis défavorable. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Avis défavorable. Pour les mêmes raisons. Mais surtout parce que si on commence à faire ça, dans ce cas-là, il faut avoir une réflexion globale sur toutes les dépenses publiques. Je trouve très surprenant qu'à l'occasion d'un texte qui vise à tenir compte de l'urgence climatique et à mettre en place des dispositifs pour accélérer, tout à coup on imagine un dispositif de ce type, alors que par exemple sur le financement des campagnes présidentielles, il n'y a pas de taux de marge pour les imprimeurs qui participent ou pour les cabinets de conseil qui peuvent accompagner les candidats. Donc si on décide d'avoir une réflexion sur les taux de marge, il serait souhaitable à ce moment-là qu'on la généralise dès lors qu'il y a de l'argent public. Et c'est franchement faire une mauvaise manière à la rénovation des bâtiments que de vouloir introduire un dispositif à cette occasion. Je vous remercie. Je vais donc mettre aux voix cet amendement numéro 4 qui a un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Donc je vais mettre aux voix l'article 1er qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Nous en arrivons à l'article 1er bis. Et donc, le premier amendement, le numéro 18. Monsieur Cazenave, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. En fait, il s'agit d'un amendement de clarification. On souhaite, à travers ces contrats, favoriser naturellement les PME, les artisans. L'alinéa 15 en énoncer le principe, mais en fait, les marchés globaux de performance
obéissent déjà au Code de la commande publique et notamment à l'article 2171-3 qui prévoit déjà une part minimale de l'exécution du contrat pour les petites et moyennes entreprises ou les artisans, qui est d'ailleurs prévu par décret à 10%. Et donc cet amendement est un amendement de clarification et de simplification. Je vous remercie. Monsieur le ministre, votre avis sur cet amendement? Favorable. Donc je vais le mettre aux voix avec un double avis favorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le numéro 2 n'est pas défendu. Le numéro 20, monsieur le ministre. C'est un amendement qui est déposé par le gouvernement et qui tend à préciser que nous rendrons applicable aux marchés globaux de performance à paiement différé le mécanisme de cession de créances dit DAI dans les mêmes conditions que telles que les choses sont présentées. Ça nous semble être un moyen d'aller élargir la possibilité d'être efficace. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement? Favorable. Je vais donc le mettre aux voix avec un double avis favorable Commission-Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je vais mettre aux voix l'article 1er bis nouveau. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous en arrivons à l'article additionnel après l'article 1er bis avec l'amendement numéro 8 qui n'est donc pas défendu. Nous arrivons à l'article 2 avec le numéro 12. Monsieur Cazenave, vous nous le présentez? C'est un amendement purement rédactionnel. Je vous remercie, monsieur le ministre. Purement favorable. Purement favorable. Donc, avec un double avis favorable, je vais le mettre aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le numéro 13, même avis, même vote. Mes chers collègues, vous êtes d'accord? Donc, il est adopté. Le 14 également, vous êtes d'accord? Il est donc adopté. Je vais donc mettre ainsi aux voix l'article 2. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Article additionnel après l'article 2. L'amendement numéro 17. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Il s'agit d'un amendement qui vise à sécuriser l'intervention des EPCI et des syndicats d'énergie dans la réalisation des études et travaux de rénovation et également de leur permettre de conduire elles-mêmes des missions de tiers financement. Je vous remercie. Vous nous présentez aussi le sous-amendement, monsieur le rapporteur? Et le sous-amendement prévoit de mentionner qu'explicitement ces dispositions se font dans le cadre du Code de la commande publique. Je vous remercie. Monsieur le ministre, votre Favorable. avis? Favorable. Je vais donc mettre aux voix tout d'abord le sous-amendement qui a eu un avis favorable Commission-Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Et l'amendement 17 ainsi sous-amendé avec un double avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté ainsi sous-amendé. Monsieur Cazenave, monsieur le rapporteur, le numéro 16. Cet amendement vise à étendre l'application des dispositions de la présente loi à Wallis-et-Futuna et Polynésie française et Nouvelle-Calédonie, s'agissant des opérations de rénovation énergétique pour l'État et ses établissements publics. Je vous remercie. Monsieur le ministre, votre Favorable. avis? Oui, monsieur Cazenave. Cazenave, vous avez la parole. Oui, je profite de cette annonce que cette loi qui fait consensus, et c'est tant mieux, passe très très vite. Je voudrais saluer le travail du rapporteur. Hier, c'est une loi évidemment qui va dans le bon sens et qui va, ça a été dit à de nombreuses reprises, favoriser l'investissement des collectivités territoriales. Moi, je voudrais mettre simplement le doigt, puisque ça ne change pas la vision de la dette des collectivités territoriales à proprement parler, mais je trouve que c'est un moyen malin de rassurer les collectivités territoriales qui aujourd'hui ont des ratios d'endettement qui sont relativement faibles, de 4 à 5 années, mais qui sont prudents et elles ont raison d'être prudentes dans le contexte actuel. Ce mode de financement qui ne va pas changer fondamentalement évidemment ce ratio est quand même de nature, en l'isolant, en le mettant, en le facilitant, à rassurer les collectivités territoriales. Donc je trouve je salue le travail qui a été fait collectivement par l'ensemble des députés. Merci. Je vous remercie. Je vous indique que sur le vote de la proposition de loi, je suis saisie par le
groupe Renaissance d'une demande de scrutin public qui est donc annoncée dans notre enceinte. Donc, je vais mettre aux voix cet amendement numéro 16 qui a un double avis favorable commission-gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le numéro 5. Vous avez la parole, Monsieur Coulombe. Comme vous le soulignez tout à l'heure, monsieur le rapporteur, la rénovation énergétique, c'est un domaine complexe puisque ça touche l'enveloppe du bâtiment, ça touche les menuiseries, ça touche la toiture, ça touche l'éclairage. On parlait tout à l'heure des possibilités d'éclairage. Donc ça demande quand même à ce que les agents de l'État qui sont chargés du suivi de ces travaux, parfois de leur accompagnement, bénéficient d'une formation qui leur permette d'évaluer la nature des travaux, d'évaluer la pertinence de tel ou tel dispositif qui leur est proposé pour améliorer cette performance globale du bâtiment. Donc nous, c'est un amendement qui, tout simplement, demande un rapport concernant la formation des agents de l'État en matière de rénovation énergétique, de façon à s'assurer qu'il y a une large diffusion d'une information au minimum, voire d'une formation, pour pouvoir être en mesure d'évaluer correctement et suivre correctement l'ensemble des travaux qui seront prévus. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Votre avis sur cet amendement? Chers collègues, moi je partage votre conviction qu'il y a un enjeu de formation des agents publics de manière générale sur cette thématique. En revanche, il y a un présupposé dans l'amendement tel qu'il est rédigé, c'est qu'au fond, ce sont les agents publics eux-mêmes qui vont conduire les travaux de rénovation. Et notre objectif, ce n'est pas celui-ci, c'est que nous avons des filières à renforcer, à structurer territorialement. Et on le sait qu'il y a un enjeu autour de la rénovation, d'avoir à la fois les bonnes compétences, des entreprises de taille suffisante. Et donc je trouve que le projet de rapport, il a une approche un peu biaisée de la question de la formation parce qu'il y a ce présupposé-là. Et notre enjeu, c'est plutôt nous appuyer sur des entreprises existantes, des PME et des ETI et des artisans, et non pas de constituer une filière publique d'agents publics qui conduiraient eux-mêmes ces travaux de rénovation. Donc plutôt soit demande de retrait, soit avis défavorable. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Vous avez la parole. Avis défavorable pour deux raisons. D'abord parce qu'effectivement, dans l'exposé des motifs qui accompagnent, il y a à nouveau, j'allais dire, cette volonté d'aller opposer le public et le privé alors qu'on aura besoin de tout le monde, surtout quand on explique qu'on n'a pas assez de bras. Ensuite, parce que on sera heureux de faire le rapport de formation des 25 000 cadres de l'État qui correspondait à un engagement du président de la République qui est en train d'être mis en œuvre pour l'ensemble des plus hauts fonctionnaires de ce pays, avec la nécessité pour chacun d'eux d'expliquer comment, pour les agents qui sont sous sa responsabilité, on pourra avoir une diffusion et un élargissement de cette formation aux enjeux de la lutte contre les règlements climatiques. Et donc pour ces deux raisons-là, défavorable. Je vous remercie. Vous le maintenez, Monsieur Coulombe? Donc je vais le mettre aux voix, le numéro 5, avec un double avis défavorable commission-gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le numéro 1 n'est pas défendu. Donc nous en arrivons à l'article 3 avec donc l'amendement du gouvernement. Monsieur le ministre, vous avez la parole. C'est très simple, il s'agit simplement de lever le gage sur cette proposition de loi, et comme je pressens que nous allons passer au vote dans un instant, je profite du fait d'avoir le micro pour vraiment redire à quel point, malgré les autres événements d'aujourd'hui qui détournent les projecteurs de l'Assemblée nationale, le vote qui s'apprête à avoir lieu, il est majeur. Et on se souviendra du vote sur cette proposition de loi qui va déclencher des milliards d'euros de travaux dans ce pays autour de la rénovation, qui va envoyer le message qu'il faut s'autoriser à trouver d'autres modes pour rendre compatible l'urgence climatique et la nécessaire attention à nos dépenses publiques. Et le chemin qu'on s'apprête à emprunter, il est bon pour l'État, mais il l'est aussi pour les collectivités locales. On a parlé des contribuables qui vont bénéficier du fait qu'il n'y ait pas de dépenses qui soient directement engagées là-dessus. On a parlé de la planète qui va bénéficier du fait qu'on va accélérer la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Mon dernier propos, il sera pour les usagers des bâtiments publics. Ça veut dire qu'on ira plus vite pour faire des travaux dans des écoles alors qu'on sait aujourd'hui que l'été ou l'hiver, compte tenu de l'absence de rénovation, on a des enfants qui se retrouvent dans des conditions qui ne sont pas optimales ou des enseignants qui le sont aussi.
Et ce que je dis vaut aussi pour l'ensemble des agents publics, des fonctionnaires qui pourront bénéficier, grâce à ces enveloppes de travaux débloquées par ce texte, de conditions de travail qui permettront de s'inscrire dans une façon plus respectueuse d'accompagner et de travailler pour nos collaborateurs. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement? Favorable. Favorable. Je vais donc mettre aux voix cet amendement qui a un double avis favorable commission gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous en arrivons donc aux explications de vote et j'ai Madame Mathilde Desjonquières pour le groupe MoDem. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, le vote de ce texte sera une brique complémentaire, un pas supplémentaire vers l'impératif... Pardon, excusez-moi. Désolée. Madame la Présidente, merci. Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Le vote de ce texte sera effectivement une brique complémentaire, un pas supplémentaire vers l'objectif impératif de baisser la consommation énergétique dans les bâtiments publics et donc participer activement à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Nous avons fait part de certaines limites a priori sur ce texte. Cependant, je salue à nouveau les échanges constructifs avec Monsieur le rapporteur et suis satisfaite de voir que les idées et remarques que nous avons apportées ont été écoutées avec attention. Nous voterons bien entendu ce texte. Merci. Je vous remercie. Monsieur Khalifé, vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente, nous avons travaillé ce texte en commission. Nous avons émis quelques doutes et nous avons souhaité avoir quelques réponses, même si nous pouvons regretter qu'il n'y ait pas là pour l'État l'occasion de se présenter, disons, dans un effort plus conséquent de prêts et de subventions, et que certaines charges, qu'on ne le veuille pas, vont peser sur les collectivités quand même. Mais je pense que nous sommes sur le bon chemin et qu'il y a lieu d'entrer dans cette accélération-là. Pas pour 5 ans seulement, pour un temps un peu plus long, mais qu'il y a lieu aussi de contrôler aussi les choses, car on peut avoir un phénomène d'aubaine là-dessus. Et il ne faut pas négliger cet aspect-là, quand bien même nous serions dans les marchés publics. Nous savons que certaines entreprises arrivent à s'entendre, ça on le sait tous. C'est la raison pour laquelle nous pourrions avoir une abstention très très positive, mais on va la commuer en vote positif. Alors, je vais donc mettre aux voix la proposition de loi. Donc, je vous rappelle, chers collègues, que c'est un scrutin public. Donc, je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 58, exprimé 56, majorité 29 pour 56 contre 0. L'Assemblée nationale a adopté. Prochaine séance, mardi 24 janvier à 15h, avec les questions au gouvernement, le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture. La séance est levée.